Effectivement, d'après mes informations, un petit groupe de ces combattants est discrètement entré au Cameroun, juste avant l'élection présidentielle d'octobre, où Paul Biya a été déclaré vainqueur dans des conditions extrêmement contestées. Ces combattants, habillés en civil et détenteurs de fausses cartes d'identité camerounaises, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, ont reçu de l'argent. Ils ont été répartis en 5 équipes et pris position dans plusieurs villes sur la route de Yaoundé. C'était la première étape d'un plan bien plus ambitieux qui devait voir le reste de ces troupes fondre depuis la frontière centrafricaine sur le Cameroun et notamment sur Yaoundé, la capitale, dans une opération éclair. Les petits groupes d'hommes qui vont être déployés avec les cartes nationales d'identité, ce sont eux qui serviront d'éclaireurs avant votre entrée, avant votre percée fulgurante en direction de la capitale. Ça veut dire, quand ils vont arriver, ils vont identifier tous les postes de contrôle. Tous les postes de contrôle importants qui peuvent ralentir votre avancée. Donc, leur mission seront d'écarter le danger dans ces différents postes de contrôle. Ça veut dire que c'est là-bas qu'ils prendront position, dans ces postes de contrôle-là, cette nuit-là. Ce sont eux qui mettront hors de danger le passage, vous comprenez un peu, de vos véhicules. Donc leur mission sera de prendre position dans ces postes de contrôle, que ce soit le poste de contrôle entrée-sortie de Bertois, le poste de contrôle entrée-sortie d'Abomban, le poste de contrôle entrée-sortie d'Akonolinga, le poste de contrôle entrée-sortie de Garoboulaye, et ainsi de suite. Et ce n'est pas tout. Ces mercenaires ne doivent pas prendre le pouvoir tout seuls. L'idée, c'est qu'ils doivent venir en renfort d'un clan à Yaoundé qui viendrait cueillir le pouvoir à la mort de Biya ou en profitant d'une période de trouble, comme le Cameroun vient de la vivre. Le tout en bénéficiant de l'appui de féroces combattants tchadiens et centrafricains déguisés en Camerounais. D'ailleurs, le mystérieux commanditaire de ce coup d'État prétend être bien implanté à Yaoundé et avoir de solides appuis dans l'armée camerounaise. À 23h30, l'état-major donne le feu vert et ils ouvrent le feu sur tous les postes de contrôle. Ils prennent le contrôle de tous les postes de contrôle jusqu'à la frontière de Bankomo. Eux-mêmes, ils sont désormais là debout avec les uniformes de gendarmes. Donc, tous ceux qu'ils ont écrasés là, ils prennent leurs uniformes, ils portent comme s'ils étaient... voilà. Et ils ouvrent toutes les barrières. Ils se rassurent que la voie est libre parce que les pick-up, les renforts, vos pick-up et renforts, les blindés viendront à grande vitesse pour foncer en direction de la capitale. La première unité qui serait devant, c'est celle qui part en direction de Yaoundé, de la capitale. Parce que celle-là doit être la plus puissante, la plus équipée, la plus armée et la plus nombreuse. Ceux maintenant qui vont s'arrêter à Bertois, eux, ils seront en deuxième position. Parce que les combats seront rudes du côté de Bertois. Quand je me suis retrouvé au Cameroun en reportage fin octobre, et alors même que mes sources me disaient que l'attaque prévue était imminente, j'ai voulu savoir qui était ce mystérieux intermédiaire camerounais et qui était vraiment derrière cette tentative de putsch. Savoir quel était le rôle exact de ces barbouzes français, notamment de ce Roger Sebag, qui semble cornaquer la bande de rebelles stationnée en Centrafrique. Et je peux vous dire que cet excès de curiosité, finalement classique chez un journaliste, a failli m'envoyer 6 pieds sous terre. Alors bon, le scénario, il n'est pas exceptionnel, c'est pas vraiment digne d'un roman de Ian Fleming. Le mystérieux intermédiaire, qui avait embauché les mercenaires, m'avait donné un rendez-vous un soir tard, dans un quartier pas très safe de Douala, et j'ai eu l'idiotie de m'y rendre. Surtout que les rues étaient désertées à cause des manifestations des jours précédents, qui avaient été durement réprimées par les forces de l'ordre. La seule chose qui m'a sauvé la vie, c'était que mes agresseurs, ils étaient au nombre de 3, dont un était armé d'un pistolet, ne savaient pas que j'étais un blanc un peu baroudeur et que j'avais pris une moto-taxi. Mes bourreaux ont cru que j'étais dans la voiture qui se trouvait juste devant moi, ce qui a laissé le temps au taxi-moto que j'avais pris de faire demi-tour à toute allure en croyant être tombé sur des braqueurs. Si tu vois la vidéo, l'ami, sache que je te dois une fière chandelle. D'ailleurs, c'était visiblement le plan de faire croire que j'aurais été victime d'une agression crapuleuse, un grand classique au Cameroun, où on aime à se débarrasser des gêneurs en les faisant assassiner lors d'une agression nocturne ou d'un cambriolage. Souvenez-vous du théologien protestant français Éric de Putter, tué en 2012, ou même du journaliste Martinez Zogo, assassiné plus récemment en 2023. Alors je crois que j'ai eu une chance de cocu et j'ai pu rentrer en France où j'ai quand même continué à être menacé de mort par l'armée numérique du régime Biya. Mais plus inquiétant, mes comptes sur les réseaux sociaux ont été victimes de tentatives de hacking, comme si on ne voulait pas que cette affaire sorte au grand jour. La Fédération européenne des journalistes a d'ailleurs émis une alerte à ce sujet et j'ai porté plainte.
Je voulais vous raconter cette histoire, avec toutes ces zones d'ombre que je n'ai pas réussi à comprendre. Mais ne dit-on pas que lorsqu'on croit avoir compris quelque chose au Cameroun, c'est que l'on n'a rien compris. Je ne crois pas être le seul à être dans le doute. Lorsqu'il a appris que des combattants tchadiens étaient embarqués dans cette sale affaire de tentative de coup d'État, le président du Tchad, Mamad Déby Itno, a cherché à en savoir plus. Et il a fait demander à Issa Chiroma Bakary, l'opposant, par l'intermédiaire d'un ancien ministre de la sécurité tchadien, si Chiroma était derrière tout ça. Ce à quoi l'opposant a répondu que c'était pas lui, que les mercenaires opéraient de toute façon hors de sa zone d'influence qui se situe au nord du Cameroun, plutôt du côté de Garoua. Le complot serait alors fomenté par un membre du clan Bia qui voudrait prendre l'avantage sur ses rivaux. Mais lequel? Mystère et boule de gomme. Quoi qu'il en soit, la grande majorité des Camerounais vivent aujourd'hui dans une double terreur. La terreur du moment, incarnée par le régime de Biya, qui n'hésite pas à faire taire toute voix dissidente. Et aussi la terreur du lendemain, où on sait que des éléphants n'hésiteront pas à faire couler le sang et à saccager la terre pour régner à leur tour sur le Cameroun. Et ce, avec la complicité de puissances étrangères, et notamment de la France.